Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et pour cette dernière édition de la semaine, chers auditeurs, nous commençons par retrouver Philippe Richard, patron d'émission à Radio Courtoisie, sur l'invitation de Richard de Sèze d'ailleurs, qui va nous offrir Mais une chronique vaste cinéma. coalition des Richards. Vous allez nous parler d'un excellent film que vous avez vu. Un excellent film que j'ai vu et qui s'appelle « Je suis toujours là Et qui ne parle pas de vous, même si vous êtes là. Donc il ». s'agit... Et non, et je le regrette, mais c'est son seul défaut. « Je suis toujours là » est un film brésilien et proclamons-le d'emblée, on aimerait que le cinéma français produise plus souvent des films de cette qualité. Il faut dire que la carrière de Walter Salles est jalonnée de chefs-d'œuvre, dont celui-ci n'est que le dernier. Ceux qui ont admiré Central do Brasil en 1998 ou Avril brisé en 2001 se réjouiront de constater que leur réalisateur a acquis depuis une maîtrise encore plus aboutie du scénario et de la direction d'acteurs. S'agissant de l'Amérique du Sud, le sujet n'est pas insolite puisqu'il traite de l'élimination d'un opposant politique supposé par le régime de dictature militaire qui a dominé le Brésil de 1964 à 1985, sous prétexte de lui épargner le joug du communisme. Arrêté chez lui et enlevé, il laisse une famille traumatisée. Mais qui, se relevant avec courage, parviendra à obtenir de longues années après que le gouvernement de son pays reconnaisse que le père est mort lors de son arrestation. Qu'est-ce qui fait que ce scénario, somme toute très classique, obtient l'immense faveur du public puisqu'il est entré en tête au hit-parade des films les plus vus? Sans doute et même sûrement parce qu'il se démarque avec netteté des lieux communs et des problèmes misérablement ridicules que la plupart des films sur la famille nous infligent. Oui, parce que je suis toujours là et peut-être avant tout une ode à la famille. Pas à la famille disloquée, recomposée ou dénaturée, mais à la famille unie, nombreuse, heureuse, équilibrée, harmonieuse, que le malheur vient fracasser. Et le malheur ici est réel. Il ne s'agit pas du trouble ressenti lors de sa ménopause par la femme 5 fois divorcée, face à l'indifférence de la fille qu'elle a conçue 15 ans auparavant dans son premier lit conjugal. Non, la tragédie, ici, est réelle. Il ne s'agit pas non plus de l'histoire d'un couple qui se déchire bruyamment jusqu'au jour où l'amant du grand-père vient raisonner les deux partenaires et les conduire sur les voies de sagesse de l'amour pluriel. Ici, le séisme est véridique. Le père aimant, époux tendre et attentionné, est escamoté brutalement, dramatiquement. Et face au chaos, la famille autour d'une mère épouse forte, stoïque, ne perdant jamais rien de sa dignité et de son élégance, affronte le sort et se tient droite. Car vous n'assisterez pas, dans Je suis encore là, à des crises de nerfs homériques, à des scènes de dépoitraillage beuglards. Vous n'entendrez ni vocifération, ni injures, nulle obscénité, nulle ordure. Des critiques de gauche, m'a-t-on dit, le déplorent. L'inquiétude, l'angoisse, la détresse s'expriment surtout dans et par le regard. Son propre regard dans la glace, son regard qui croise celui de l'autre, interrogation muette, complicité tacite, encouragement silencieux, amour authentique, discrétion du cœur. Quand la parole intervient, elle est sobre, brève, exacte et ne recherche jamais les faits. Ode à la famille, ai-je dit, à l'amour familial vrai, mais aussi éloge de la mémoire inaltérable et persévérante jusqu'au bout. Ici, c'est la mémoire mentale et ses prodiges de recréation, là celle des photos qui réaniment des scènes de bonheur qu'on croyait oubliées. Ce sont ailleurs des échos radiophoniques de la voix d'Amalia Rodriguez ou de Césaria Évora qui confèrent au souvenir une réalité poignante. Qui dit mémoire dit aussi fidélité. Et ici, fidélité sans faille jusqu'à la fin. Fidélité à un amour, fidélité à un idéal, à la justice. Rien d'étonnant à ce qu'Eunice, la mère de famille, après la fracture et le choc, ait conjugué sa quête personnelle de vérité et la défense de causes humanitaires légitimes comme celle des paysans dépossédés de leurs terres. Eunice, incarnée mieux que magistralement par Fernanda Torres, domine le film sans jamais l'écraser, et tous les autres comédiens, notamment les plus jeunes, sont impressionnants de vérité. Hymne à l'humanisme, je suis toujours là, élu de l'espérance chrétienne. C'est dommage à Rio de Janeiro que surplombe, et une image nous le rappelle, la statue géante du Christ rédempteur de Paul Landowski,
Ailleurs dans le film, les silhouettes fugitives de deux religieuses en habit ne sont pas là pour donner une image flatteuse de la religion. Quoi qu'il en soit, et même si je le regrette, courir au cinéma sans délai pour voir cette très belle réalisation sera un acte de militantisme en faveur de la droiture, de la générosité, de la recherche d'absolu et de la foi en la vérité. Enfin, je suis toujours là, c'est plus qu'inspiré de personnages et d'événements réels. Merci beaucoup, Philippe Richard. Mais de rien, Richard. L'addition. Et pour la suite de l'addition, ça se passe avec Xavier Aimant, écrivain, rédacteur en chef adjoint de la revue Éléments et rédacteur en chef également de Livre Arbitre. Merci d'être avec nous, Xavier Aimant. Merci beaucoup à vous. Je suis très content de vous retrouver. Mais oui, ça faisait très longtemps d'ailleurs. Il est encore temps, à un jour près, de vous souhaiter une bonne année en direct. Bonne Merci année, beaucoup. Xavier Aimant. Bon, et puis comme vous le savez, chers auditeurs, on commence toujours par un édito de notre partenaire. Oui, alors pour commencer, je voulais d'ailleurs m'excuser auprès des auditeurs de Radio Courtoisie et également de l'équipe, car d'habitude, le vendredi, après une semaine chargée en informations et en actualités généralement assez peu réjouissantes, il faut le reconnaître, je cherche des sujets un peu plus légers pour nourrir ma chronique. Mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui car je tenais à revenir sur quelque chose qui m'a particulièrement marqué ces derniers jours. Et il s'agit des attaques au couteau qui ont encore une fois ensanglanté et endeuillé notre pays. Alors il y a eu bien sûr le jeune Elias, 14 ans, assassiné pour avoir refusé le racket de son téléphone. Mais il y a aussi eu cet homme dans le métro de Lyon, poignardé pour avoir eu le malheur de frôler un néo-barbare à la susceptibilité pathologique. Alors bien sûr, les attaques au couteau en France, ce n'est ni très nouveau, ni très original. Hélas, c'est même devenu tragiquement banal. Mais au-delà de la peine légitime, de la peine et même du courroux que l'on ressent face à ces énièmes tragédies, moi ce qui m'a particulièrement marqué, ce qui m'a particulièrement interpellé, comme on dit, ce sont les réactions et les tentatives de réponse qu'ont apportées les politiques à ces nouvelles tragédies. Bon, alors évidemment, tout le monde est choqué, tout le monde est traumatisé, scandalisé, révolté, outré, c'est bien normal et ça ne mange pas de pain. Mais quid des réponses ? Des solutions pour tenter d'endiguer, voire pourquoi pas d'éradiquer totalement ce phénomène sanglant. Eh bien alors là, c'est intéressant, il y a un consensus qui s'est progressivement et assez rapidement créé autour d'une idée assez simple, même très simple, mais forte et concrète, l'interdiction des couteaux. Voilà. Et oui, mais c'est bien sûr, c'est tellement simple et c'est tellement évident. Plus de couteaux, plus d'attaque au couteau. CQFD. Que n'y avait-on pensé plus tôt ? Alors en fait là, c'est un peu là que le bât blesse. Parce que justement, on y avait déjà pensé, et il se trouve que le port du couteau est déjà, sinon totalement interdit, du moins très strictement encadré, et que des textes particulièrement coercitifs sont déjà entrés en vigueur il y a plusieurs mois. Ainsi, depuis avril 2024, dans des zones assez larges, dépendantes des parquets de Bobigny, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pontoise, Rennes, Saint-Étienne, Toulouse et Paris, les autorités ont expérimenté la mise en place d'une amende forfaitaire délictuelle de 500 € en cas de port ou transport sans motif légitime d'un couteau. Une amende qui est par ailleurs inscrite au casier judiciaire de la personne sanctionnée et qui entraîne mécaniquement son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Alors, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que malgré un tel arsenal juridique, les attaques au couteau continuent à se multiplier ? Alors, j'ai peut-être, pour ma part, une ébauche de réponse à la question. Alors, sans aucune certitude, cependant, je vous la livre, mais avec beaucoup de prudence et de précaution. Faites toujours preuve de précaution à notre antenne. Voilà, je ne veux pas paraître péremptoire du tout, mais voilà, je vous la livre. Alors peut-être, je dis bien peut-être, est-ce parce que l'une des caractéristiques des délinquants, des criminels, des racketteurs, des agresseurs, est de ne pas respecter la loi, et même de s'en foutre comme de leur premier passage devant un juge d'instruction. Ainsi, prenons un exemple. Il est depuis toujours, en France, formellement et clairement interdit de posséder, de transporter et bien sûr d'utiliser des fusils mitrailleurs de type Kalachnikov. Et pourtant,
Et pourtant, cela n'empêche nullement de nombreux narcotrafiquants, de Marseille à Nantes, d'en user allègrement pour régler leurs affaires et leurs comptes. C'est incroyable, n'est-ce pas ? C'est surprenant, oui. Surprenant. Et évidemment, cette niaiserie impuissante des réponses proposées face à ces attaques serait simplement ridicule, si les conséquences n'étaient pas évidemment aussi tragiques, et si cette bouffonnerie n'était pas révélatrice de l'incapacité absolue de nos politiciens professionnels à appréhender le réel et à le nommer. D'où cette impuissance systématique consistant à s'appesantir sur les moyens plutôt que sur les causes, et sur les outils plutôt que sur les responsables. Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit, affirmait Charles Péguy. Alors c'est apparemment pas du tout au programme de nos politiciens ni de nos législateurs, aveuglés par la trouille et le politiquement correct, qui ne savent que multiplier les déclarations d'intention et les mesures gadgets qui ont pour seule véritable conséquence de réduire chaque jour un peu plus les libertés individuelles et publiques des honnêtes gens, tout en faisant évidemment ricaner encore davantage ceux qui de toute façon se moquent totalement de la loi. Élargir les trottoirs, améliorer la luminosité des réverbères, interdire les rassemblements dans les halls d'immeubles et maintenant prohiber les canifs. Toujours chercher des pseudo-solutions techniques à des problèmes qui sont politiques et sociaux, pour ne surtout jamais avoir à nommer l'ennemi et donc ne jamais s'attaquer aux véritables causes et racines du mal. Merci Xavier Aimant pour cet édito. Peut-être que vous pourriez justement nous éclairer sur ces racines du mal. On a forcément déjà des ébauches de réponses avec tous ces experts, analystes ou élus qu'on reçoit à notre antenne. Mais vous le dites, le grand mal de nos politiciens aujourd'hui, c'est de préférer s'attaquer aux outils plutôt qu'aux véritables causes. Aujourd'hui, quelles sont les causes de cette insécurité ? Moi, je pense qu'elles sont à peu près claires pour tout le monde. C'est d'une part l'immigration incontrôlée. Il suffit de regarder les profils des agresseurs et également les profils des victimes pour en tirer cette conclusion. Il y a également le laxisme judiciaire, l'absence de punition dissuasive, très clairement. Et il y a aussi le fiasco du système, pénitentiaire et carcéral français, qui n'est plus capable d'apporter une réponse à cette délinquance, puisque les gens sont soit pas condamnés, soit ne font pas leur peine, soit font des peines dans des conditions où ça ne sert à rien en termes ni de punition, ni de réintégration ensuite dans la vie sociale. Donc pour moi, ce sont les trois grandes racines du mal, avec une supplémentaire qui est liée à la première, qui est liée à celle de l'immigration, c'est le racisme anti-blanc. Dont il faudra bien un jour parler et dont il faudra bien un jour admettre l'existence quand on voit l'aspect systématique du profil des victimes. C'est pas un hasard. Quand c'est 80% des cas, c'est plus un hasard, et donc on peut s'interroger sur les choix de ces victimes. Et je pense que le racisme anti-blanc, et en tout cas la haine nourrie par un certain nombre de minorités envers les Blancs, fait partie également du problème et des racines du mal auxquelles il faut s'attaquer. Est-ce que vous pensez qu'un jour on réussira à parler de racisme anti-blanc au niveau politique, Xavier Aimant, aujourd'hui ? Cette semaine, on a entendu Aurore Berger expliquer qu'il lui était déjà arrivé de se faire cracher dessus en se faisant insulter de sale française, mais que, même si elle n'avait pas peur des mots, elle ne qualifierait pas ça de racisme, même si ça dénotait quand même d'une certaine haine. Oui, alors on peut jouer sur les mots, on peut remplacer le mot haine le mot racisme par haine, ça change pas beaucoup le problème. Peut-être qu'en effet, il est d'ailleurs peut-être plus juste, parce que je pense pas que les gens qui détestent, qui commettent ce genre d'actes, font des théories racistes ou racialistes sur la différence des races, ou se pensent supérieurs aux blancs. C'est juste une détestation violente et virulente, en effet, des Blancs, qu'on leur a d'ailleurs très largement inoculé nous-mêmes, à force de repentance, à force d'expliquer que on avait exploité leurs ancêtres, qu'on avait martyrisé les populations africaines et nord-africaines, etc. Donc on est aussi en partie responsable de cette haine anti-blanche Moi, je veux bien l'appeler haine anti-blanche si racisme ça dérange ces messieurs-dames, mais en tout cas, le problème est le même, et il se répand, et je pense qu'il est de plus en plus présent dans notre société. Maëlys.
Oui, mais Xavier Aimant, comment cette haine peut-elle être véritablement justifiée, puisque je pense qu'on est quand même dans un monde là où chaque peuple finalement a fait subir des choses absolument horribles à d'autres peuples. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'en 2025, chaque peuple ne doit pas être responsable des agressions qu'a commis leurs ancêtres. Enfin, les nouvelles générations ne sont pas responsables des massacres que les anciens ont pu commettre par le passé. Ah ben ça, c'est la logique même. Mais ça, c'est pas ce qu'on raconte dans les écoles, par exemple. C'est la repentance, l'idée qu'il y a un seul peuple et une seule civilisation qui est responsable de tous les maux de la planète, qui est la seule à avoir pratiqué l'esclavage, qui est la seule à avoir exploité d'autres populations. C'est quand même le discours dominant. En tout cas, ça l'a été pendant des années et des années. Et c'est en partie ce qui a forgé, en effet, ce terreau de détestation et de revendication de la part de certaines minorités immigrées ou d'origine immigrée dans notre pays. C'est en effet déjà ce discours qu'il faudrait changer et remettre en effet les choses en perspective sur relativiser certains faits, parce que oui, il y a eu des crimes, mais il n'y a pas eu que ça. Avoir une vision apaisée de la colonisation qui soit ni de la géographie ni de la repentance. Cette évolution-là, qui passe beaucoup à mon avis par l'école, pourrait en effet déjà apaiser relativement les choses si le mal n'est pas déjà trop profond, ce qui est peut-être à craindre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette espèce admirable de mysticisme inversé chez les gauchistes, qui sont en fait des chrétiens qui s'ignorent et qui, après nous avoir expliqué que le catholicisme avait tort sur tout, se dépêchent de réinventer la doctrine du péché originel ? Ah oui, j'avoue que j'avais jamais vu sous cet angle, mais c'est en effet une explication. Et, il y aurait une volonté d'expiation. Alors dans ce cas-là, chez les avec un côté mystique. Et donc évidemment, c'est complètement irrationnel. On se retrouve avec des gens qui ont absolument besoin de se sentir coupables et donc qui inventent un passé qui n'est fait que d'une mythologie noire et désastreuse qui justifie l'ensemble des tribulations dont nous sommes victimes. Alors, cet aspect irrationnel, c'est vrai qu'il est assez net chez beaucoup surtout chez les très militants qui sont dans la détestation d'eux-mêmes, puisqu'ils vont jusqu'à se réclamer d'être, par exemple, l'anti-France. Jadis, c'était leurs adversaires qui les qualifiaient, qui disaient vous êtes l'anti-France, et eux disaient non, nous sommes une autre France, une autre vision de la France, mais là, eux-mêmes, alors qu'ils sont français pour beaucoup de souche et même de racines, eux-mêmes, en effet, se réclament de l'anti-France. Donc, on se demande de quelle identité ils se reconnaissent. Donc, ils sont arrivés à un degré, en effet, d'ethnomasochisme et de détestation qui est plus du domaine, en effet, sans doute, de la psychopathologie que de la politique. Et avec une extension continue du domaine de la lutte. On commence par haïr son maire. Alors, évidemment, ceux qui haïssent Anne Hidalgo ont raison, mais on haït son village, on haït son pays, son continent, et on finit même par expliquer que Gaïa serait beaucoup mieux si la Terre était débarrassée de la présence humaine. Je veux dire, il y a une espèce de mystique absolutiste dans le fait de vouloir effacer l'intégralité du passé et soi-même au passage. Ah je pense que vous avez raison. Toujours. Mais je le signale une nouvelle fois dans ce cas-là. Et surtout, la conclusion de tout ça, en effet, c'est une attitude suicidaire. C'est-à-dire que le bout du bout de cette logique de repentance, d'accumulation de tous les maux de la terre sur ses épaules, c'est qu'en fait, ce qu'il faut, c'est débarrasser de la terre de sa présence, et c'est donc le grand suicide. Que ce soit le suicide directement physique ou le suicide démographique en arrêtant de faire des enfants pour que la Terre n'ait plus à supporter le poids de ces hommes blancs qui ont fait tant de mal. Oui. Donc en effet, on est dans une logique dépressive, ethnomasochiste et au final suicidaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gauches dans d'autres continents n'ont absolument pas les mêmes logiques. Elles ont des mêmes logiques de conquête de pouvoir, mais elles ne partent pas du tout des mêmes prémices. Oui, alors après, ça dépend aussi de quelle gauche on parle, parce que là, on parle quand même d'une gauche, on va dire, très activiste, antiraciste, antifa, comme on dit. Il y a des gauches un peu plus intelligentes, même en France, heureusement, mais c'est pas celles qui font le plus de bruit, c'est pas celles dont on entend le plus parler. Non, mais je crois qu'on a en effet une spécificité française dans ce domaine. Je connais pas de pays qui a autant développé la haine de soi, le mépris du passé. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête d'un pays où cet ethnomasochiste est aussi ancré et connaît autant de succès. Est-ce que
Allez-y, Richard. Non. Est-ce que vous pensez qu'un retournement sera possible? Parce que c'est un cercle très vicieux dans lequel on est tombé. Aujourd'hui, c'est des enfants qui sont baignés par cette idéologie de détestation d'eux-mêmes, qui eux-mêmes un jour devront enseigner à d'autres enfants ou simplement éduquer les leurs. Comment est-ce qu'on en sort? Alors évidemment, les perspectives sont pas forcément très réjouissantes ni encourageantes, mais on en sort. On en sort parce que je pense quand même, on en sortira en tout cas parce que justement, le suicide c'est pas un programme très stimulant pour les gens. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont se détourner de cette perspective parce que c'est quand même assez sombre leur vision des choses. Je pense qu'on peut rompre. Déjà, il faut rompre dès le début, c'est-à-dire par l'éducation. C'est pour ça toute l'importance de l'enseignement privé, de l'enseignement même à la maison, de l'enseignement libre, d'un enseignement débarrassé de ces scories idéologiques et de ces pesanteurs politiques. Ça se fait par la culture, ça se fait par réapprendre à aimer sa culture, ça se fait par... ça, c'est très important, la connaissance de l'histoire, parce que souvent, la haine de soi, elle se base aussi sur une méconnaissance complète de l'histoire. On a juste quelques bribes médiatiques au fond de la tête, les méchants rois, l'esclavagisme, etc. Mais on a, au fond, une grande méconnaissance. Donc, réapprendre l'histoire avec ses parts d'ombre, mais aussi avec ses grandeurs, c'est ça aussi qui va permettre de construire des nouvelles générations à qui on ne pourra pas raconter n'importe quoi. Quand vous parlez d'éducation, Xavier Aimant, il y a bien sûr un domaine dans lequel on est très en retard, c'est l'éducation de nos jeunes et futurs journalistes. Vous y avez consacré, vous, un livre. Et ce matin, d'ailleurs, on recevait Jules Laurence, qui a travaillé sur un dossier pour Frontières, dans lequel il pointe du doigt les coupables de la submersion migratoire. Et les journalistes ont quand même un rôle clé là-dedans. Aujourd'hui, on parle d'une école qui a été vandalisée. C'est Maëlys qui nous en a dit quelques mots ce matin. Maëlys, est-ce que vous pourriez rappeler aux auditeurs ce qu'il s'est passé et Xavier Aimant, comme ça, pourra y réagir? Oui, effectivement, l'école de l'ESJ Paris a été vandalisée par l'extrême gauche, certainement les Antifa. Il y a eu plusieurs associations, notamment les Soulèvements de la Terre, qui l'ont revendiqué. Voilà. Donc bon, encore une fois, on voit qu'on s'attaque, encore une fois, au pluralisme médiatique dans un premier temps, mais aussi à la liberté d'étudier. Enfin, on voit que ça va vachement loin. Aujourd'hui, Vincent Bolloré est clairement le bouc émissaire de l'extrême gauche, parce que voilà, c'est un grand méchant milliardaire qui a racheté CNews, Europe 1 et Journal du Dimanche et compagnie. Enfin, concrètement, jusqu'où allons-nous, quoi? Enfin, quelle est finalement la solution pour cesser ces médiocrités? Enfin, je suis désolée, ça va quand même vachement loin. Une école de journalisme qui se fait attaquer, enfin, je trouve ça absolument lunaire. Voilà. Oui, alors c'est un psychodrame qui est largement ridicule. Je l'ai suivi évidemment, puisqu'en effet c'est dans un domaine qui m'intéresse et sur lequel j'ai un peu écrit. Tout est ridicule dans ce psychodrame. D'une part parce qu'on parle d'une école, on parle d'une seule école sur des dizaines d'écoles qui font partie de l'offre de formation journalistique. Donc on n'est pas un raz-de-marée, on ne remet pas en cause l'équilibre des forces dans la formation du journalisme avec une seule école. Donc en fait, en effet, c'est ça, c'est une réaction c'est une réaction purement politique, de militants politiques qui ne supportent pas de voir des adversaires idéologiques mettre un tout petit pied, parce encore une fois, on parle que d'une école, de mettre un pied dans quelque chose qu'ils considèrent comme leur précaré. Ils ont la gauche et l'extrême gauche a le monopole de la formation des journalistes depuis des dizaines d'années, et elle ne tolère pas la moindre remise en cause de ce monopole. Et donc, quand on voit arriver cette école qui est donc rachetée par ce consortium de milliardaires, moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, hein, le libéral-conservatisme. J'ai toujours pensé que c'était un oxymore. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas reprocher à cette école, c'est de proposer quelque chose d'un peu différent de la doxa dominante dans l'absolue intégralité des autres écoles. Donc c'est vraiment grotesque. Il y a eu parallèlement un appel qui a été diffusé dans la presse, signé par 600 apprentis journalistes qui s'inquiètent de ce rachat en disant que voilà, ça remet en cause l'autonomie de la formation des journalistes, leur indépendance d'esprit, la pluralité. Mais quelle blague! Mais quelle blague! Pour quelqu'un qui s'est penché un tout petit peu sur ce que c'est la réalité de la formation des écoles, dans les écoles de journalisme actuellement, et notamment les 14 qui sont reconnus par la profession sur lesquels j'ai fait ce petit ouvrage, c'est une blague absolue.
ce sont des usines à formatage libéral-libertaire depuis 25 ans. Les étudiants qui n'ont pas des opinions conformes sont obligés soit de partir, soit de faire profil bas et de mentir sur leurs opinions. Il n'y a pas du tout ce pluralisme qu'on nous vante actuellement. Donc c'est vraiment grotesque. Et évidemment, en plus, le recours à la violence, à la dégradation, c'est vraiment l'arme des nervis les plus vils. Ils s'en étaient déjà pris à l'ICEP également avec les mêmes méthodes. Non, tout ça est une vaste blague. C'est juste, il faut vraiment le rappeler, ce sont des militants politiques qui ne supportent pas la diversité, la moindre diversité. Et là, on parle encore une fois d'une toute petite diversité. Et bizarrement, Sciences Po ne subit pas d'agression de la part de militants extrême droite. Non, c'est assez rare. Voilà. C'est étonnant quand même. Je ne peux pas dire qu'on peut le regretter. C'est pas une bonne idée de dire ça. Mais non, mais la violence de rue, elle est aujourd'hui quand même très largement le fait de ces nervis parce qu'ils sont en grande partie protégés. Ces nervis qui revendiquent une certaine radicalité, d'une certaine façon, est-ce qu'ils n'ont pas dévoyé le terme, Xavier Aimant, puisque vous, justement, vous prônez, vous l'avez déjà fait à notre antenne, une forme de radicalité politique qui n'a rien à voir précisément avec ce genre d'opération? Oui, alors c'est la fameuse distinction qu'il faut faire entre radicalité et extrémisme. La radicalité, c'est essayer d'aller justement, comme on l'a évoqué, aux racines du mal, de ne pas confondre les causes et les motifs et les conséquences, et essayer de régler les problèmes à la racine. La radicalité, évidemment, le terme a été dévoyé par plusieurs phénomènes, par le phénomène de ce qu'on appelait la radicalisation, le radicalisme islamique. Et en effet, maintenant, dès qu'il y a des violences, on qualifie les militants qui les commettent de radicaux. Mais la radicalité n'induit absolument pas la violence physique. Elle induit la conviction, elle induit la tenue, elle induit le fait de ne pas se laisser intimider par ses adversaires et surtout de ne pas chercher l'assentiment de ses adversaires. Moi, ce qui m'a un peu choqué, entre guillemets, dans l'évolution de la droite française, c'est que j'ai toujours eu l'impression qu'elle cherchait à satisfaire son adversaire. C'est que son rêve, c'était d'avoir un bon article dans Libération, et donc on fait des petits compromis qui deviennent des petites compromissions et qui finissent par dénaturer totalement le discours et à aseptiser totalement le discours. Donc on est réintégré plus ou moins dans le système, et encore de façon assez partielle, mais finalement avec des programmes ou des intentions totalement vidées de leur sens et de leur utilité. Donc oui, la radicalité politique, moi, me paraît nécessaire. Je pense qu'on a un bon exemple aux États-Unis de radicalité politique qui a fonctionné. On sait que je suis pas un grand adepte de Trump sur le fond, mais en tout cas sur la forme, on voit bien que la radicalité n'est pas forcément un repoussoir, au contraire, qu'elle peut stimuler, que ce vitalisme, cette capacité à assumer ses idées. Après, quoi qu'on pense des idées, c'est un autre débat. Ça peut être une force en politique plutôt que la recherche systématique de l'approbation de l'adversaire et des gauchistes. Encore un mot de l'équipe? Est-ce que l'écosystème à droite, la vraie droite, est suffisant pour procurer assez de satisfaction à ceux qui y participent? La gauche truste les prix, la gauche truste les maisons d'édition, la gauche truste les plateaux. Est-ce qu'on commence, nous, à avoir suffisamment de gens, de canaux, de plateformes qui nous permettent de nous féliciter les uns les autres je pense qu'on commence, comme vous dites, le milieu, et en sens le plus large, est quand même plutôt en voie de développement, et on peut y trouver des satisfactions sans avoir besoin de les chercher chez l'adversaire. Je pense aujourd'hui, même en termes d'exposition médiatique, les choses ont quand même changé ces 10 dernières années. Ça va plutôt dans le bon sens, et peut-être qu'en effet, cela évitera une certaine frustration qui poussait peut-être certains à aller chercher des récompenses ou des reconnaissances sous d'autres cieux. Voilà, venez sur Coucou au lieu d'aller chez Libé, c'est très simple. Voilà, c'est une bonne conclusion, me semble-t-il. Merci messieurs. Xavier Aimant, il vous reste 30 secondes. Je vous ai présenté, vous êtes rédacteur en chef adjoint d'Éléments, et le dernier numéro paraît cette semaine. Si vous voulez expliquer aux auditeurs rapidement où est-ce qu'ils peuvent le retrouver. Oui, en kiosque, il est dans tous les kiosques, donc j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à s'y intéresser. C'est toujours des numéros assez éclectiques. Il y a un dossier sur
sur le retour du paganisme en Europe, mais ça ne se limite évidemment pas à ça. Il y a un très intéressant dossier sur la fin de la France-Afrique, qui est une vraie évolution. On a traité cette semaine d'ailleurs avec Richard de Sèze. Et beaucoup d'autres choses. Une très intéressante étude sur l'œuvre de Stanley Kubrick. Donc, vous voyez, des sujets très divers, donc en kiosque ou sur le site internet de la revue Éléments. Chers auditeurs, vous pouvez vous procurer Éléments et vous choisirez les dossiers que vous souhaitez lire. Merci beaucoup Xavier Aimant d'avoir été avec nous ce matin. Donc, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Libre Arbitre, rédacteur en chef adjoint de Éléments et aussi écrivain. À dans 15 jours. À dans 15 jours, avec grand plaisir.